Bien, nous avons le plaisir cet après-midi d'être rassemblés, trois auteurs d'ouvrages qui complètent un petit peu beaucoup de domaines de la performance industrielle, donc avec Philippe, la théorie des contraintes, Christian avec le Lean et moi-même avec Six Sigma. Et je pense que tout le monde est convaincu de l'apport de chacune de ces démarches. Une des difficultés qu'on a peut-être, c'est de les faire coexister, vivre, et les faire vivre ensemble et pas l'une après l'autre. Alors, on sait peut-être par Christian un petit peu ton point de vue là-dessus, comment est-ce que ça se passe dans les entreprises et quelles seraient les bonnes pratiques pour les faire vivre simultanément et non pas, comme on voit souvent, on fait un petit peu de TOC et puis après, il y a une prise de pouvoir du Lean qui va dire, évidemment, le TOC n'était pas si bien que ça, donc j'ai écrasé. Puis après, il y a le cadre Six Sigma qui arrive et qui dit c'est par le Six Sigma qu'on va réussir, etc. Très bien. Donc mon constat en la matière, il est de deux ordres. Soit il y a une méthodologie qui prend le pas d'office parce que c'est le choix soit d'un décideur, soit d'un promoteur et qui a tendance à faire barrage aux autres. Et il y a un ancrage fort qui privilégie l'une des trois méthodologies. Et un autre aspect qui est ce que j'appelle la boîte à pilules, où on va venir piocher en fait la méthodologie en fonction du problème à traiter. Et donc c'est comme si on avait un énorme pilulier en fonction du mal à traiter. On va piocher tantôt dans la boîte Six Sigma, tantôt dans la boîte Lean, et un peu moins parce que c'est moins connu dans la boîte théorie des contraintes. Et donc on a peu d'effets de synergie parce que comme ça on prend de manière complètement désordonnée les différents ingrédients. Ce que j'appelle aussi l'approche pointilliste, où on fait des points de couleur et on espère que ça va finir avec un chef-d'œuvre comme les peintres, les artistes peintres, avec généralement peu de succès. Voilà, et je sais que Philippe aussi a un point de vue sur la question. Effectivement, si on est réunis là, c'est parce qu'on partage tous le même constat que malheureusement, il y a un phénomène de secte ou de regroupement de silos entre les trois différentes approches, et les gens ont tendance à soit faire du Lean, soit faire du Six Sigma, soit faire de la théorie des contraintes, et beaucoup trop rarement afficher et pratiquer quelque chose en ouverture, en osmose avec ces différentes choses. Et probablement les experts, les auteurs, etc. y contribuent parce que quand on écrit sur un sujet donné. Et voilà, et on a l'impression, parce que voilà, le sujet d'un livre ou d'une conférence, c'est ceci ou cela, qu'on est en train d'être exclusif par rapport aux autres, ce qui n'est pas notre cas, on le prouve là dans cette discussion. Donc effectivement, c'est regrettable parce que je pense qu'en fin de compte, en utilisant les approches là dont on parle, mais toutes les autres bonnes idées qui existent et qui existeront, on reste ouvert, on reste critique, on choisit ce qui semble le plus adapté à tort ou à raison par rapport au problème qu'on souhaite traiter dans son entreprise. Et je pense tout simplement qu'on en devient plus intelligent et plus efficace. Et si on devait avoir une démarche logique un petit peu, on est manager et le TOC serait celui qui révélerait des priorités, par exemple. Si on avait une démarche logique, est-ce que si on résume les choses de façon caricaturale, mais le TOC donnerait des priorités, parfois, le Lean travaillerait sur le flux, et puis le Six Sigma sur les procédés. C'est une caricature qu'on verrait souvent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à une approche qui serait telle que celle-ci? Parfois, la théorie des contraintes, par exemple, est inopérante. Si le niveau de déconstruction, de variabilité, de taux de panne, de problèmes de process, etc., est tellement énorme qu'en fin de compte, les problèmes se déplacent d'un endroit de l'entreprise à un autre, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, etc., on ne peut plus parler de contraintes structurelles. Et Christian et moi, on en a eu une expérience récente où, effectivement, avec des TRS en dessous de 20% et des machines qui tombaient parfois en marche, la théorie des contraintes n'y pouvait rien. Et on était plutôt dans des démarches de simple bon sens, Lean, à la limite bon sens paysan, pour faire en sorte qu'on arrivait à certaines stabilités et un certain niveau de performance avant qu'on puisse commencer à utiliser d'autres outils qui deviendraient pertinents comme le Six Sigma ou la théorie des contraintes. Donc il y a des endroits où la théorie des contraintes que peut aider. Sinon, effectivement,
Si on a franchi un certain seuil dans la stabilité des choses, la théorie des contraintes, bien appliquée avec sa vue un peu holistique des choses, devrait permettre d'identifier les contraintes du processus, les points sur lesquels après il serait le plus pertinent de déployer des outils qui soient du Lean ou du Six Sigma. Est-ce qu'on voit beaucoup d'applications, parce qu'on parle beaucoup de Lean Six Sigma, mais est-ce que c'est du Six Sigma appliqué au Lean, c'est du Lean qui est appliqué au Six Sigma, ou c'est encore autre chose? Je pense que c'est avant tout un habillage marketing où l'un a essayé de profiter de la notoriété de l'autre, et les frontières peuvent être très floues entre qu'est-ce qui est Lean, qu'est-ce qui est Six Sigma et qu'est-ce que c'est Lean Six Sigma. Personnellement, quand j'ai découvert ces méthodologies, j'ai beaucoup procédé par auto-apprentissage et j'ai peu été pollué par des gourous ou des gens qui avaient des statures un petit peu extrémistes. Et donc j'étais étonné de découvrir effectivement qu'il pouvait y avoir des barrages parce qu'il y avait des ancrages que je peux comprendre, plutôt sur l'une des méthodologies ou sur les autres. Mais quand on découvre par soi-même, ça a l'air tellement fluide que finalement on voit bien ce que l'on peut prendre de l'un et de l'autre et comment les faire et cohabiter. Comment éviter le pilulier alors? Et comment éviter le pilulier. Maintenant, le pilulier c'est un fait, et ce que tu disais avant, je pense que les humains ont cette tendance à vouloir simplifier, à vouloir cataloguer, à vouloir classer, et on ne peut pas en vouloir aux gens d'essayer de trouver des définitions simples, même si elles sont terriblement réductrices. Et donc on peut comprendre, il faut faire œuvre de pédagogie et expliquer en quoi sont les limites, que ce soit celles de la théorie des contraintes, de Lean ou de Six Sigma, et de faire accepter qu'il y a d'autres outils et qu'il faut pouvoir les mixer au bon moment. Mais alors du coup, Maurice, avec ton point de vue d'universitaire qui a aussi peut-être un certain recul, tout en visitant énormément d'entreprises, quel est ton point de vue sur la question entre ces trois méthodologies et leur imbrication possible? Alors, déjà, la première chose, je crois que sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est dans les ateliers de production. Bon, alors dans les ateliers de production, effectivement, on a bien vu que les trois sont complètement complémentaires. Et je crois qu'effectivement, une question de priorité. Alors, l'idée, je crois vraiment que la synergie, elle vient lorsqu'on travaille simultanément, et non pas l'une derrière l'autre. Donc, à l'inverse du pilulier que tu citais tout à l'heure, je crois que ce qu'il faut arriver, c'est à faire converger les objectifs. Alors, c'est en cela que Lean Six Sigma a tenté de faire quelque chose en disant je vais faire un compromis. Le danger de Lean Six Sigma, c'est pas la méthodologie qui est très bien en tant que telle, c'est le fait que cette coexistence des outils ne doit pas se transformer en une dilution d'outils, dans lequel chaque outil perd sa puissance. Voilà. Et la difficulté, je crois qu'elle est un petit peu ici. Moi, quand je vois du Lean Six Sigma, on fait plus tout à fait du Six Sigma et on fait peut-être plus tout à fait du Lean. Et c'est peut-être un peu dommage parce que chacun des outils a sa force. Alors qu'on les fasse coexister, que certaines méthodologies comme le DMAIC irriguent une démarche de process de Lean, c'est très bien. Mais il ne faut pas inventer une machine qui est finalement une espèce de compromis. Voilà, donc j'aime bien l'Axiomatic Design qui dit qu'il faut que les fonctions soient indépendantes, parce que si les fonctions ne sont pas indépendantes, eh bien on fait des compromis. Et les compromis, on perd finalement la puissance de chacun des outils. Donc il faut quand même une approche Lean, ce n'est pas une approche Six Sigma. Il y en a un, c'est les réductions de variabilité dans le process. C'est quand même le cœur de Six Sigma. Alors je veux bien qu'on applique la réduction des variabilités dans les processus, mais quand même là où c'est fort Six Sigma, c'est dans les procédés, quoi. Et donc il faut lui garder sa force, même si de temps en temps on peut l'appliquer. Et je pense que la force de Lean, c'est tout ce bon sens, c'est toutes les principes du Lean bien connus de tous. Et il ne faut pas les oublier. Voilà. Donc je crois que l'idée un petit peu, c'est de faire coexister. Pourquoi pas qu'il y ait des échanges, mais bien conserver la force de chacun des outils et que la dilution ne soit pas finalement un mauvais compromis entre tous ces outils. Tout à fait. Donc, vive le TLS, la théorie des contraintes, le Lean et le Six Sigma. Je ne sais pas si tu as entendu, moi je dis un truc que je répète de plus en plus souvent, mais c'est parce que j'y crois, je crois que c'est puissant. La théorie des contraintes part de l'idée qu'on n'arrive pas à distribuer le travail correctement. Et cette difficulté, elle n'est pas croissante d'année en année. Le monde allant de plus en plus vite par les technologies, les marchés, etc., on a encore moins de temps qu'avant.
Et les processus budgétaires sont en train de devenir tout à fait loufoques, parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler l'année suivante. Et pourtant, on fait les calculs en disant, je vais mettre 22 personnes là, parce que il faut 22 personnes, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, oui. Et donc les déséquilibres sont croissants, et la théorie des contraintes est de plus en plus pertinente.